rejoignez sur Télé Djibouti. La résidence du chef de l'État et chef de gouvernement s'est tenue aujourd'hui la 14e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient à l'ordre du jour. Voici le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Soumaïla Marguerite, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 octobre 2022. Étaient inscrites à l'ordre du jour 5 questions. Au préalable, le Conseil des ministres s'est longuement penché sur les attaques terroristes de Garabtissan et qui ont causé la mort de 7 soldats avec 4 blessés et 6 soldats portés disparus. Le gouvernement a fermement condamné ces actes criminels odieux, perpétrés par un groupe terroriste dénommé Fruit Armé. L'enquête sur les circonstances de ces actes est en cours. Les forces armées djiboutiennes sont à la poursuite de ces criminels qui, tôt ou tard, n'échapperont pas à la justice. Le gouvernement adresse ses sincères condoléances aux familles des soldats morts sur le champ d'honneur. La première question est relative à un projet de loi portant création de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Cette agence a pour mission de développer, de promouvoir et de préserver la culture djiboutienne en général et en particulier d'inspirer, d'encourager, de soutenir une nouvelle dynamique de développement culturel en s'appuyant sur ces différents départements fusionnés. La présente loi est déclinée en 12 articles indiquant d'abord l'origine de la présente loi, définissant ensuite succinctement la mission assignée à l'agence, puis détaillant davantage cette dernière, et en dernier présentant brièvement l'organisation et le fonctionnement de l'agence au niveau de la gouvernance administrative et financière, lesquelles modalités d'organisation et de fonctionnement seront fixées ultérieurement par voie réglementaire. La deuxième question concerne un projet de décret portant modification des dispositions du décret numéro 2014-162 Présidence Secrétariat d'État à la jeunesse et à la culture relatif aux modalités d'octroi du Grand Prix du chef de l'État, Initiative Jeunesse. Ce projet de décret vise à valoriser les initiatives de nos jeunes, d'encourager leur créativité, leur volonté d'entreprendre et de contribuer au développement national. Ce décret permet d'apporter les ajustements nécessaires quant aux nouvelles missions du département ministériel chargé de la mise en œuvre de la politique de la jeunesse et de la culture. Par ailleurs, l'organisation et l'expérience de l'édition 2021 ainsi que le succès des récipiendaires accompagnés tout au long de l'année 2021-2022 et afin de mieux adapter pour un meilleur ciblage et plus d'efficacité en faveur de l'engagement et de l'initiative des jeunes, le texte prévoit l'octroi des récompenses pour toute association et ou tout jeune qui s'est distingué d'une manière particulièrement exemplaire dans les champs des activités allant en priorité dans le sens de l'insertion socio-économique, de l'éducation populaire, de la vie associative et culturelle. Le Conseil a ensuite examiné et approuvé d'autres questions. Réécoutons le compte rendu du porte-parole du gouvernement. La question est relative à un projet de décret portant instauration de la plateforme Djibouti Port Community System. Grâce à l'écosystème de projets portuaires maritimes et de la zone franche, découlant de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Soumaïla Marguerite, notre pays s'est aussi positionné comme un hub de commerce incontournable au niveau régional et continental. Cette tendance à la digitalisation n'est pas nouvelle et s'est accélérée ces dernières années, s'imposant comme un outil de compétitivité, non pas entre les ports, mais entre les pays ayant vocation à devenir une plaque tournante du commerce. L'objectif est de mettre à disposition des commerçants un outil efficace pour la fluidification et la facilitation des formalités d'import, de transit et de passage transfrontalier. L'opérationnalisation de la plateforme par les parties prenantes a été actée compte tenu des opportunités offertes tant au niveau de la simplification des démarches administratives que l'amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique. En effet, cette plateforme de soumission unique pour toute la communauté portuaire permettra de réduire le temps de transit et améliorer la sécurité et l'efficacité de la gestion des trafics. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination. Madame Mouaheb
Abdurrahman Ali est nommé conseiller technique du ministre de la Défense. M. Idriss Moussa Ahmed, précédemment directeur général de l'Office djiboutien des droits d'auteur et des droits voisins, est nommé conseiller technique principal de Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Madame Yasmine Ahmed Moussa, ingénieure du corps de l'équipement, est nommée conseillère technique principale de Madame la ministre de la Ville. Madame Bilan Hassan Ismail est nommée au poste de directrice du développement durable du ministère de l'Environnement et du Développement durable. M. Ahmed Abdallah Mohamed est nommé conseiller technique principal du ministre de l'Environnement et du Développement durable. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Au titre de l'administration, M. Ali Soubani Atteye est nommé donc président de la commission, Mme Ifra Ali Ahmed, membre, M. Ali Ahmed Dini, membre. Au titre du barreau, de la société civile, de la communauté religieuse et du corps professoral, Mme Amina Ahmed Abdillahi, M. Mohamed Ali Mohamed, Mme Fathia Daher Abdillahi et M. Abdullah Ousmane Daher, donc sont les membres à part entière de cette commission. Et voilà qu'il nous ramène de parler de ce communiqué de condamnation de la tuerie de Garabtissane. L'Union nationale des femmes djiboutiennes présente ses très sincères condoléances aux familles proches des victimes de la tuerie de Garabtissane survenue le 8 octobre dernier. Qu'Allah les accueille dans son paradis éternel. Cet acte terroriste, indique ce communiqué, est inhumain qui a ôté la vie à des valeureux soldats dans l'exercice de leur noble mission, nous touche profondément en tant que femme, en tant que mère et en tant que sœur. La nation djiboutienne tout entière se tient à leur côté. C'est pourquoi l'Union des femmes djiboutiennes condamne fermement cet acte odieux, lâche et implore le Très-Haut donc que les 6 otages puissent retourner le plus rapidement possible dans leurs familles respectives, sains et saufs, sans oublier nos frères blessés pour lesquels nous souhaitons un prompt rétablissement. Fin du communiqué. En bref, avec cette délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawali, qui a rencontré le directeur du département du Moyen-Orient et d'Asie centrale, M. Jihad Azour, et son équipe pour s'entretenir des relations bilatérales entre Djibouti et le FMI, le Fonds monétaire international. Il a été donc question de l'instabilité régionale, la situation macroéconomique du pays et les effets des crises exogènes cumulées comme celle de la logistique, la crise alimentaire et la crise ukrainienne, sans oublier les crises régionales depuis 2 années. Donc le contexte devient de plus en plus difficile, c'est ce qu'a reconnu le Fonds monétaire international. Retour à Djibouti avec cet atelier de présentation du PAPS. C'est dans une perspective d'éliminer les frontières pour une meilleure prospérité économique en Afrique que la Banque centrale, en collaboration avec le système panafricain de paiement et de règlement, le PAPS, a donc ouvert un atelier qui a porté sur une présentation de ce chemin. Le PAPS, qui est une infrastructure de marché financier, va permettre d'effectuer des paiements instantanés en monnaie locale entre les pays africains en simplifiant les transactions transfrontalières, mais aussi en réduisant la dépendance à l'égard des devises fortes pour ces transactions. Cette architecture financière qui est le PAPS va servir de plateforme continentale pour le traitement, la compensation et le règlement des paiements commerciaux intra-africains en s'appuyant sur un système multilatéral de règlement net avec le potentiel de réduire le temps de transaction en quelques secondes. Cet atelier de présentation qui s'est déroulé au Sheraton Hotel a réuni donc un panier de secteur bancaire. Une série de questions-réponses est ouverte une fois la présentation terminée. Dans cet échange entre l'équipe chargée de la présentation de ce projet d'envergure panafricain et les acteurs de la place a été couronné de succès. Pour plus de précisions sur cet atelier organisé par la Banque centrale en collaboration avec le système panafricain de paiement et de règlement, le PAPS, écoutons les interventions de ces 2 responsables. D'import-export, qui a créé pour le financement du commerce en Afrique. Le chef des États Afrique a donné le mandat de créer un système de paiement panafricain de l'Afrexim Bank. L'année 2019, le G20 ou G20, comme on dit en anglais,
a identifié 4 défis des systèmes de paiement transfrontaliers. C'est comme suivant: d'accès, de rapidité, de transparence et les coûts. Nous sommes ici pour expliquer en profondeur comment le PAPS, le système de paiement et de règlement panafricain, il va réduire ces défis. PAPS est un système international de paiement et de règlement net multilatéral qui prévoit des paiements à faible valeur et à valeur élevée et urgente dans le cadre des opérations transfrontalières de nos États africains. Mesdames et messieurs, un honneur parce qu'il m'est donné de m'exprimer sur l'aboutissement d'un grand chantier qui s'insère dans la feuille de route de notre cher président, qui est de transformer notre secteur financier et parvenir à notre ambition de bâtir une solide place financière à un rayonnement régional et international. En effet, des importantes réformes engagées par la Banque centrale de Djibouti ont, dans un premier temps, permis d'ouvrir et de bâtir un secteur financier diversifié, dynamique et performant, avec la présence d'une multitude d'opérateurs, aussi bien dans la finance conventionnelle qu'islamique. La mise en place des systèmes de paiement va également permettre à notre banque de disposer d'un outil moderne pour conduire efficacement sa politique monétaire et contribuer au développement économique et à l'intégration bancaire nationale et surtout aujourd'hui continentale. Un mot de santé à présent avec la campagne de vaccination où le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, et le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, ont procédé tous deux ce matin au lancement de la première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite à l'enceinte de l'école préscolaire Nassib. Une cérémonie de lancement qui a réuni la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Dastel, et la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Dr Van der Wert. Plusieurs hauts cadres du département de la santé étaient également présents. Rappelons que cette première phase de campagne de vaccination anti-polio se déroulera du 10 au 14 octobre et cibleront tous les enfants de moins de 5 ans qui s'inscrivent dans le cadre de la prévention contre la propagation du poliovirus sur tous les territoires nationaux. Exempt de poliomyélite depuis plus de 2 décennies, notre pays mène périodiquement des campagnes de vaccination pour maintenir coûte que coûte cet acquis et permettre aux enfants djiboutiens de s'épanouir dans un environnement assaini. Eh bien, la représentante de l'UNICEF, Mme Beat Dastel, et la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Van der Wert, ont indiqué qu'en cette occasion du lancement, une centaine d'enfants ont pu recevoir leur dose de vaccin contre la poliomyélite par les officiels. Voici leurs propos. Côté en ce deuxième jour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est une lutte nécessaire, une riposte vaccinale stratégique et inclusive pour protéger tous nos enfants de moins de 5 ans sur tout le territoire. L'OMS, appuyée par les équipes de Centers of Disease Control Atlanta, est présente pour appuyer les efforts du ministère de la Santé. Je suis particulièrement ravie que ce lancement ait lieu dans une école et je félicite cette initiative. Il est donc de notre devoir de travailler étroitement avec le ministère de l'Éducation, intégrer les hommes et les femmes du système éducatif dans cette campagne de vaccination. Chers professeurs, il est clair que vous êtes plus qu'un atout dans cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Vous êtes au chevet de ce que chaque parent a au plus cher au monde, leurs enfants. Vous êtes les plus proches conseillers des parents, informés et outillés pour mieux comprendre l'importance de cette campagne. Vous êtes sans aucun doute ceux qui trouveront les bons mots pour faire accepter la vaccination aux parents. Aidez-nous à éradiquer la poliomyélite de Djibouti et de bien protéger ces beaux enfants avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de cette importante campagne de vaccination de la santé. Les secrétaires généraux qui sont présents avec nous et tous les collègues pour leur leadership
autour de l'organisation de cette campagne nationale de vaccination qui est vraiment importante. Permettez-moi également d'adresser mes sincères encouragements en direction des agents impliqués sur le terrain qui porteront cette campagne et qui me permettront de protéger, j'en suis persuadée, le plus grand nombre possible d'enfants qu'on peut voir par exemple ici. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoita Tourab, et son collègue du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mohamed Abdallah Mahyoub, sont donc exprimés en ces termes. Je suis également très ravi de contribuer à cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les ministères de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle lancent aujourd'hui avec le ministère de la Santé et les partenaires cette campagne dans les établissements scolaires, notamment les établissements qui accueillent les enfants en âge préscolaire. Il est de notre devoir au niveau du ministère de l'Éducation nationale de protéger aussi nos enfants et de contribuer à la protection de ces enfants, mais aussi de contribuer à leur bien-être et à leur santé. C'est pourquoi donc aujourd'hui, avec le ministère de la Santé, nous participons à cette campagne de vaccination contre un virus qu'on peut éviter, contre un virus qui risque de paralyser nos enfants, mais qui peut aussi entraîner la mort. Et donc les moyens sont disponibles d'éviter ces virus-là. Ces moyens sont très simples et ils sont à notre disposition aujourd'hui. Donc le ministère de l'Éducation est très engagé pour que cette campagne de vaccination puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles et que nos enfants, les forces vives de la nation, soient protégés de ce virus. Comme vous le savez, nous lançons régulièrement les campagnes pour tenter d'arrêter la poliomyélite dans notre pays, mais participer surtout à l'objectif global d'éradication de la poliomyélite déclaré par l'OMS et les organismes internationaux. Nous sommes actuellement en phase d'élimination, mais tant que le virus, comme disait la représentante de l'OMS, circule encore dans certains pays, nos enfants ne sont pas épargnés sans la vaccination. Nous travaillons pour cela avec différents organismes internationaux, l'OMS et l'UNICEF en tête, mais également avec nos partenaires nationaux, notamment l'éducation nationale, où aujourd'hui nous sommes dans une école préscolaire, là où il y a les enfants de 5 ans, c'est-à-dire qui répondent en fait aux cibles de notre vaccination. La poliomyélite est une maladie grave, handicapante à vie, ou aussi potentiellement mortelle. C'est la raison pour laquelle l'OMS a déclaré qu'il faut vraiment éliminer cette maladie. Mais cette maladie, heureusement, est évitable facilement par le vaccin. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette cérémonie de lancement de formation pédagogique pour les enseignants des écoles des enfants à besoins spéciaux avec la venue d'une délégation des experts italiens de l'association méditerranéenne sans handicap qui a eu lieu à l'église catholique du Djibouti. Était présent le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douala Saïd Mahmoud, évêque du Djibouti, M. Giorgio Bertin, président de l'association méditerranéenne sans handicap, et le chef de mission de cette délégation des experts, Dr Michela Carosino, la directrice insertion sociale et de la réhabilitation à l'ANPH, Mme Choukri Hachi. Eh bien, cette réunion avait pour objectif d'améliorer la pédagogie des enseignants des écoles à besoins spéciaux afin qu'ils puissent développer des méthodes d'apprentissage et de transmettre le savoir-faire dans le développement de l'apprenant. À cette occasion, le directeur général de l'ANPH, M. Douala Saïd Mahmoud, a salué cette initiative et a remercié la délégation d'experts et encouragé les enseignants qui vont suivre cette formation pour contribuer à l'apprentissage des enfants porteurs d'handicap. Alors, comme l'a dit l'évêque, on sait un petit des choses,
Maintenant, avec Monseigneur Doual, nous avons fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je veux remercier tous les enseignants, en particulier Sorana, elle sait bien, parce qu'ils mettent vite la formation en action. Et c'est très important, parce que si je viens ici à faire formation et ne pas traduire en action, n'est pas rien. Que fait? Rien. Et alors, je remercie à Simon Pire et à tout le monde qui a mis en action cette formation. Alors, je veux dire qu'avec Monseigneur... Et dans l'actualité hors de nos frontières, notamment en République démocratique du Congo, avec cette première conférence, risque pays à Kinshasa, deuxième plus vaste pays d'Afrique et troisième en termes de population. La République démocratique du Congo est un acteur incontournable du continent. Elle affiche l'une des croissances les plus vigoureuses du continent, richesse naturelle et vitalité démographique. La RDC possède d'indéniables atouts économiques. Cette conférence Risque Pays, organisée pour la première fois en RDC, a pour objectif de guider les investisseurs en passant au crible les forces et les faiblesses du pays. Les grands acteurs de la vie politique et économique se sont réunis autour d'un rapport élaboré annuellement par l'agence de notation panafricaine Bloomfield, dans lequel sont analysés des critères macroéconomiques, mais aussi sociaux et sécuritaires. Au final, une note de 5,1 sur 10 a été attribuée au pays. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.